Bonsoir et bienvenue sur Alafia TV, votre émission Alafia Hebdo. C'est un numéro spécial ce soir que vous allez suivre, notamment sur les Assises nationales de la refondation qui auront lieu du 27 décembre au 30 décembre 2021. Donc à partir de ce lundi, les délégations vont arriver ici à Bamako pour débattre, si le temps leur permettra de débattre de questions liées à la vie de la nation. Alors, nous recevons sur ce plateau Badi Haïdara, qui est du mouvement Mali Renaissance. Du mouvement Mali Renaissance. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Badi Haïdara. Merci. Donc, nous allons, dans une première partie, parler de questions liées à nos institutions, les questions politiques, mais aussi de la gouvernance, de la justice, et enfin des questions stratégiques, en l'occurrence liées à la défense et la sécurité, à l'intégration africaine, aux questions internationales principalement. Donc du coup, on va commencer cet échange avec cette première partie, ces quelques thématiques-là. Ensuite, dans une deuxième partie qui sera diffusée demain soir à la même heure, à 21h30, demain dimanche, vous allez avoir l'occasion de suivre cet échange sur les questions notamment qui seront liées à l'économie, à l'administration publique, à la gouvernance, à l'écologie, à la bonne gouvernance, je veux dire, mais évidemment sur les questions liées aux technologies de l'information et de la communication. Badi Haïdara, c'est un exercice fastidieux, pas facile. On va commencer donc avec les questions politiques et institutionnelles. Alors concrètement, le débat il est ouvert. Vous proposez un État unitaire, populaire, social, donc un État-providence et panafricaniste. On va commencer avec l'État-providence dont vous proposez, qui a montré, à mon avis, ses limites. Qu'est-ce que vous proposez concrètement d'abord? Bonjour à tous les téléspectateurs. Je remercie tous les techniciens de la chaîne qui ont permis que ce débat puisse avoir lieu. D'entrée de jeu, j'aimerais, avant de commencer à développer le thème, remettre ce travail dans son contexte. Comme vous l'avez dit en préambule, nous sommes en période d'assises nationales dites de la refondation. Il me semble que même si nous avons eu un certain nombre d'assises, de concertation, de dialogue au Mali, c'est la première fois qu'une assise se donne des ambitions de refondation de l'État plutôt que de la proposition d'un nouveau pacte à appliquer pour améliorer tel ou tel point. Donc mes interventions, mes propositions se situent sur une logique de refondation, c'est-à-dire nous devons toucher aux fondamentaux de l'État. En précisant cela, j'aimerais d'ores et déjà dire que cela veut dire qu'il ne s'agit pas d'un programme présidentiel de « il faut faire telle mesure précise dans tel domaine ». En revanche, il s'agit pour chaque thématique de placer les fondamentaux, les préalables sur lesquels vont se baser les politiques futures qui seront définies via des états généraux. Pour répondre à votre question, il convient de préciser de quoi l'on parle quand on parle d'État-providence. De manière générale, dans l'évolution du monde, nous avons assisté à nous avons actuellement jusqu'à aujourd'hui différentes formes d'État qui se donnent des périmètres et des prérogatives différents. Vous n'êtes pas censé ignorer qu'actuellement la dominante en termes de doctrine étatique, c'est le capitalisme, le libéralisme. Et donc ce libéralisme donne des principes qui consistent à dire que l'État doit se recentrer sur des prérogatives dites régaliennes assez restreintes et donner la liberté de produire, la liberté de s'associer, la liberté d'entreprendre, l'initiative privée, s'occuper des autres aspects de la vie sociale en général. Et c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, le concept d'État-providence amène une confusion dans le débat. Vous l'avez dit en commençant en disant « l'État-providence a fait ses preuves ». Alors, d'abord, c'est quoi l'État-providence? Un État-provident, c'est un État qui a la providence, c'est-à-dire qui a la primauté
sur un certain nombre de questions. Quand ça dépasse les questions dites régaliennes basiques, quand ça s'étend. Est-ce qu'on peut considérer l'État-providence comme un État qui, en tout cas, qui assure des fonctions sociales et économiques véritablement? Parce que est-ce que l'État est capable de tout faire? C'est ça le problème. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en dehors des prérogatives régaliennes, à savoir la sécurité, la santé, l'éducation, la redistribution des richesses, l'État-providence rajoute les prérogatives économiques. Il fait de l'État un acteur économique à part entière. Donc c'est cela que nous proposons. Et pour finir là-dessus, pourquoi nous parlons d'État-providence? Parce que nous sommes persuadés que, vu le niveau de paupérisation, vu le niveau de difficulté, vu la nature... Mais un État centralisateur, un État qu'on peut qualifier de jacobin, est-ce que ça n'a pas montré quand même ses limites dans le monde? Aujourd'hui, on sait que c'est très compliqué de vouloir tout faire et tout centraliser quoi, au niveau de l'État. Alors, j'aimerais qu'on dissocie la notion de providence de centralité. Providence veut dire que cela relève des prérogatives d'un État. Un État peut avoir par ailleurs une forme décentralisée. Donc la providence n'est pas forcément centrale. Elle peut être une providence décentralisée, mais les prérogatives restent claires. Alors quand vous dites État panafricaniste, vous entendez quoi par panafricanisme réellement, surtout au Mali? Alors, ce que nous entendons par panafricanisme... Parce qu'on parle de souveraineté, on parle de souveraineté nationale, on parle d'intégrité territoriale, on parle de... En même temps, vous nous dites qu'il faut qu'on aille vers un État panafricaniste. Alors, dans la matière, nous nous inscrivons dans la lignée de Cheikh Anta Diop, quand il a fait ses différents ouvrages, notamment les fondements économiques et culturels d'un État nègre, Nation nègre et culture. Le postulat de départ est que l'essor économique, social, civilisationnel que nous cherchons n'est pas atteignable avec la recomposition actuelle, la composition actuelle des États. Nous avons un certain nombre d'États très petits, très faibles, qui constituent des blocages, des faiblesses qui empêchent de construire des grands ensembles avec des marchés économiques intérieurs fiables. J'en veux pour exemple le Nigeria, qui est l'une des plus grandes puissances africaine, est une puissance fédérale, c'est-à-dire c'est plusieurs ensembles socioculturels, économiques qui se sont joints et pour offrir un marché interne digne de ce nom, une consommation interne digne de ce nom, c'est pas par hasard que nous voyons que les grandes industries, que ce soit dans la cimenterie, les différents domaines, que ce soit même dans la banque, émergent sur ce pays-là. Donc, nous avons intérêt à unifier des espaces avec des marchés intérieurs conséquents. Avec un État fédéral, peut-être, ça peut... Tout à fait. C'est une des possibilités. Mais le postulat de départ est de dire que aucun pays, dans les frontières actuelles, dans les structures actuelles, aucun pays ne peut atteindre l'essor et un gros impact civilisationnel que nous cherchons. Cela n'empêche pas de voir que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal peuvent constater des avantages que je qualifierais de mineurs et de marginal. Nous parlons d'une révolution économique. On va avancer rapidement. Vous dites que les représentants de quartier aujourd'hui sont élus par vote local. Ensuite, des habitants du quartier tous les 7 ans renouvelables. Alors, comme vous le savez, l'enjeu, il est d'abord politique. Il y a le conseil aussi du village, n'est-ce pas? Alors que c'est quelque chose en général, disent, bon, c'est héréditaire, même pour les quartiers. Hein, vous allez voir que le chef de quartier, souvent, il a hérité, c'est toujours son grand-père qui a été le conseiller, il devient le conseiller. Alors comment vous allez jongler, comment vous allez faire? Vous pensez qu'il est faisable d'aller sur vraiment un terrain démocratique dans ce sens-là? Alors, d'abord, sur ces aspects-là, si vous pouvez me permettre, vous avez commencé à énoncer un certain nombre de mesures. Si vous me donnez peut-être 5 minutes pour que je lise l'ensemble, je voulais d'abord proposer, ensuite, s'il y a des choses qui manquent, des mesures qui manquent parmi les mesures que vous proposez, vous me dites, ah, il y a telle mesure qui est importante qu'on peut, à la fin de chaque thématique. Ok. Donc, avant de répondre directement à la question, j'y reviendrai. Permettez-moi quand même de donner une vision d'ensemble sur ce que nous sommes en train de dire. Quand nous parlons de refondation, cela veut dire que nous devons toucher à la nature de la gouvernance. Comment il y a
une articulation entre les différentes institutions. Quelles sont les institutions que nous allons avoir? Donc, dans cette première partie thématique consacrée aux questions politiques et institutionnelles, nous adressons cette problématique. Notre premier postulat de départ, c'est que tout le pouvoir en République du Mali appartient au peuple. Les organes par lesquels le peuple exerce le pouvoir d'État sont le Conseil national et les conseils locaux aux différents échelons, communes, régions, nationales. C'est l'instrument de souveraineté, de représentation du peuple. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, comment ce conseil est mis en place? Quelles sont les articulations entre ce conseil et l'exécutif? Nous avons proposé une séparation logique et claire entre deux fonctions dans la gouvernance d'un État. La fonction de définition de la politique, d'évaluation de la politique et de projection du pays, c'est une fonction souveraine. Elle doit être dédiée au Conseil. C'est-à-dire, c'est le Conseil qui définit la politique nationale dans les différents secteurs, dans les différents domaines. L'exécutif revient à sa simple expression, c'est-à-dire exécuter ce qu'aurait défini ce conseil-là, sans pouvoir de modifier ce que le conseil a défini, sans l'aval de ce même conseil dans le cadre de mécanismes de réévaluation. Donc, pour revenir à la notion d'hérédité de certaines fonctions, sans faire insulte à notre histoire, je pense qu'au XXIe siècle, il y a un certain nombre de postulats que nous devons définir. Nous ne pensons pas juste, je répète, nous ne pensons pas juste que la représentation nationale soit sous des critères héréditaires. À quel titre? Je précise, nous ne remettons pas en cause la nature des personnes qui bénéficient de cette hérédité. Mais nous pensons que cette hérédité n'est pas de nature à nous garantir un personnel représentant assez dynamique, assez innovant, et ça dépossède le peuple. Ça veut dire qu'on est en train de créer des catégories de Maliens. À quel titre telle personne va représenter éternellement le peuple ou sa famille éternellement? À quel titre? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ok, très bien. Donc justement, par rapport à votre proposition, vous dites c'est un renouvelable sans limitation du nombre de mandats. Il y a des gens qui, avec l'argent, au niveau local ou au niveau régional, et pendant des années, c'est eux qui sont en fonction. On prend par exemple les députés, vous allez trouver que parce que le député a de l'argent, c'est enrichi, très bien, donc son mandat n'est pas limité, et donc du coup, pendant 20 ans, on a toujours, par exemple, à Ansongo, le même député. Très bien. Ça, c'est très important comme question. Et vous proposez exactement encore le même format. Tout à fait. Nous avons même pris le soin de préciser que c'est sans limitation de mandat. Voilà. Alors, nous allons expliquer deux préalables. D'abord, ce que nous cherchons à faire dans notre architecture institutionnelle, l'objectif principal que nous nous donnons, c'est de dire comment mettre en place un certain nombre de mesures pour que des personnes vertueuses arrivent au poste de responsabilité et qu'elles puissent s'y perpétuer, si nécessaire, au détriment de l'alternance. Nous avons fait une analyse politique de différents systèmes à travers le monde. Les pays qui sont en train de mener les grandes réformes, les grands changements qui sont en train de bouleverser l'ordre mondial, c'est des pays qui ont garanti une certaine stabilité dans la politique. Avant que ce soit la stabilité des hommes, c'est la stabilité de la vision. Donc nous voulons une vision stable. Vous pouvez donner un exemple, par exemple, de pays... La Russie. La Russie, Poutine est au pouvoir depuis un certain nombre d'années. Quoi que l'on puisse penser de cela, nous jugeons les principes à leur effet. Économiquement, la Russie a des difficultés. Hein. Alors, je pense que cela relève des conjonctures. La France qui fait une alternance qui est presque devenue une alternance à 5 ans parce qu'aucun président est capable de briguer 2 mandats, ça c'est un problème. Il va falloir parler, ça crée une logique de continuité. C'est que l'un va proposer, l'autre va le défaire.
Ce que l'un va proposer, l'autre va le défaire. Alors, comment assurer une continuité? Sans tenir compte de la continuité de l'État. Bien évidemment, il a les instruments. En tenant compte de la continuité de l'État. Quand ça marche souvent, la continuité de l'État est une fiction. Dans la mesure où celui qui vient en deuxième position a tous les instruments de loi, de juridiction. Justement, il faut peut-être réformer ces instruments, revoir ces instruments-là. Alors, deux possibilités de les revoir. Soit on dit qu'il y a des principes intangibles qui vont s'inscrire dans des textes qui ne peuvent pas être modifiés par un exécutif, donc modifiés par l'Assemblée nationale. Ça me rappelle la Constitution. Laissez-moi développer cette partie. On a dit que le président ne peut pas modifier la Constitution, mais il peut proposer un nouveau projet, mais ça doit être validé par l'Assemblée nationale, voire un référendum. Est-ce que ça a empêché que des projets inadéquats, des projets de manipulation d'autoritaires puissent passer dans plusieurs pays au monde? Non. Ça veut dire que ces garanties que l'on voit, qu'on imagine être importantes pour bloquer la volonté personnelle au sommet du pouvoir, ne fonctionnent pas. Et donc, pour continuer sur cet aspect de notre architecture, c'est de dire, donc on a dit que le peuple exerce son pouvoir par le biais du Conseil national et les conseillers locaux aux différents échelons communes, régions et nationales. Les représentants de quartier sont élus par vote local des habitants du quartier tous les 7 ans renouvelables sans limitation du nombre de mandats. Les membres des échelons supérieurs, c'est-à-dire communes, régions, nationales, sont choisis parmi les membres des échelons inférieurs. Je vous donne un exemple. Si je suis voté, si je suis élu en tant que représentant de quartier à Niamakoro, je peux, par mes pairs, par les autres représentants de mon quartier, être désigné pour être représenté dans le conseil communal. Au sein de ce conseil communal, on choisira aussi des gens qui vont être dans un conseil régional. Grosso modo, au niveau commune et région, on aura à peu près des effectifs entre 15 à 20 conseillers. Très bien. Pourquoi nous faisons cela? Nous voulons éviter... Est-ce que cela peut arriver, par exemple, au niveau du gouvernement, par exemple, que le ministre choisit en fonction de sa légitimité et non de sa, en tout cas, de sa technicité? Absolument pas. Pourquoi? Au Mali, c'est ça qu'il faut éviter, justement. Au Mali, beaucoup de gens décrient la politisation de l'administration. Je l'ai dit tantôt, nous séparons la fonction d'exécution de la vision et la fonction de contrôle de la vision. La vision émanant du peuple doit émaner des représentants élus. En revanche, le choix de ceux qui vont exécuter la vision doit répondre à d'autres logiques de compétences professionnelles et de probité morale et non de légitimité politique. Et non de légitimité politique. C'est pourquoi je continue. Ça répond, ce que je vais lire répond à ce que vous êtes en train de dire. Et donc, tous les échelons, ça c'est très important, ce que je propose, ce ne sont pas des assemblées régionales indépendantes qui votent des lois à l'ordre du jour les concernant. Non, il s'agit d'une même entité nationale avec différents démembrements. C'est pourquoi tous les échelons participent au débat et au vote des différentes lois et autres décisions. Ce n'est pas parce qu'au niveau communal, on a désigné des représentants qu'au moment de voter, ils votent pour nous. C'est l'ensemble qui vote. C'est pour que la chose publique soit populaire. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les dispositions qui peuvent être prises dans deux cas spécifiques qu'on a vus dans ce genre de situation? Par exemple, c'est quoi? C'est que moi, nommé ou élu au niveau local, au niveau régional, j'envoie mon cousin, j'envoie en tout cas quelqu'un qui est à Bamako, qui va me représenter parce que voilà, au niveau local, on a décidé de me choisir moi. Moi, je ne pars pas, je ne vais pas aller, j'informe un parent qui est à Gao, qui va partir écouter et me faire le point. Premier point, première limite. Deuxième limite, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a toujours dit qu'il y a un problème de légitimité au Mali, un problème de représentativité dans les instances de gestion. On prend par exemple le Conseil national de la jeunesse, où par exemple vous allez trouver le jeune pendant 20 ans, il est toujours membre du Conseil local des jeunes, il est
toujours membre du conseil régional des jeunes et celui qui est là toujours à représenter la région de Gao au niveau de Bamako. Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour régler ce problème-là? Alors, au niveau de votre cousin, votre cher cousin, j'ai précisé que pour que votre cousin puisse vous représenter à votre place au niveau communal ou régional, il faut au préalable qu'il soit lui-même chef de quartier, qu'il soit représentant de quartier. Donc la condition pour accéder aux échelons supérieurs, c'est être représentant de quartier. Et ce n'est pas vous qui le décidez, c'est l'ensemble des gens du quartier qui décident qui va les représenter au niveau de la commune. Si c'est vous qui êtes désigné pour si je suis si je suis en incapacité de faire ce travail, un nouveau vote a lieu. Je ne suis pas assez honnête pour informer les gens. Peut-être après aussi les gens entre nous, comme vous le savez, le social a pris, ah oui, vous savez, moi je ne peux pas partir, mais il y a déjà quelqu'un là-bas. Donc entre eux, ça se gère en général et puis voilà, on passe. Et c'est ça le problème du Mali, il y a un manque de sérieux dans ce pays-là. Dans tous les cas, par rapport, si nous définissons un ensemble de règles, on met en place les mesures nécessaires pour les appliquer. Quelles sont les mesures pour qu'on arrive à les appliquer? Bon, en la matière, je pense que ce n'est pas très compliqué. Celui qui, malgré a reçu mandat de ses pairs du quartier... Est-ce qu'il y aura un comité de surveillance, je veux dire quoi, pour en tout cas... assurer en tout cas la bonne mise en œuvre de ces recommandations. Tout à fait, bien évidemment. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de continuer sur un certain nombre d'aspects. Donc, je disais, tous les échelons participent au débat et au vote des différentes lois et aux autres décisions. L'exécutif est chargé d'exécuter les politiques définies par les conseils sans pouvoir d'altération unilatérale sur les 10 politiques par l'exécutif. Le chef de l'exécutif est choisi au vote parmi les conseillers nationaux pour un mandat de 2 ans renouvelable sans limitation du nombre de mandats. Une fois qu'on a mis en place les différents échelons, l'ensemble des quartiers jusqu'aux nationaux votent pour désigner un premier ministre. Il n'y a pas de président dans notre architecture. Ce n'est pas nécessaire. Le simple fait de faire cela, l'économie que nous allons faire est extraordinaire. Tout le monde connaît à peu près les budgets de la présidence, les problématiques. Donc c'est le Premier ministre qui assure l'exécutif. L'exécutif. Non seulement il assure l'exécutif, mais il détient en toute autonomie, je le répète, il détient en toute autonomie le choix des membres du gouvernement et l'ensemble du personnel exécutif. J'aimerais préciser pourquoi nous disons cela. En principe de gestion, il y a un aspect important. Quand on confie une responsabilité à quelqu'un, on lui donne les moyens de choisir avec qui il travaille et on lui donne les moyens, en tout cas on fait le nécessaire pour lui donner les moyens. Je vais revenir encore sur ma question parce que ce n'est pas les idées qui manquent souvent et ce n'est pas les textes qui manquent. Souvent c'est l'application qui pose problème au Mali. Et moi je reviens sur ma question. Quelles sont les dispositions prises, en tout cas dans vos propositions, pour que ces belles idées-là soient protégées, soient préservées, soient bien mises en œuvre? Alors, vous parlez de l'application de ces idées. Si vous avez bien remarqué la formulation de la thématique 1, nous avons là ce que nous appelons des dispositions constitutionnelles. Le nombre de mandats, la nature d'élection, le biais d'exerce, le biais de la souveraineté, par quelle institution, le rapport entre les institutions, la vie démocratique locale, c'est des prescriptions constitutionnelles. Elles n'en ont pas la formalité, mais c'est des prescriptions constitutionnelles. On va sur ce sujet aussi intéressant qui est la langue officielle. La langue officielle, vous dites que c'est le Bambara secondé par l'anglais. Est-ce que, par exemple, à Kidal, vous allez dire aux Kidalois que désormais votre langue officielle, c'est le Bambara et c'est le Bambara qu'il faut parler dans l'administration à Kidal? Alors, tout à fait. Permettez-moi de développer là aussi la logique derrière et l'analyse historique qui est derrière. J'aimerais vous faire le topo de la situation actuelle. Je m'appelle Moussa Ag, je suis à Kidal. Je me rends dans le cadre d'un différend avec d'autres citoyens, je me rends à la justice.
c'est une affaire civile, j'ai affaire au code civil. On va me juger, à supposer que je ne parle pas français, on va me juger en français. Aujourd'hui, on va me juger en français. Je suis spectateur de mon propre jugement. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Bien évidemment que l'avocat me représente, mais l'avocat ne me remplace pas. Donc, je suis jugé, malmené, trimballé par un système, on viendra sur la justice plus tard, dans une langue qui m'est complètement étrangère. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire la chose suivante. Le fait que nos enfants vont à l'école, je reviendrai sur l'administration après. Même sur l'éducation, on va revenir rapidement. Il faut justifier. Parce que ce que nous quand même un voulons sujet dire sensible. par là, Ouais. c'est que quand on parle de ce sujet, beaucoup de gens disent « Ah, il y a 15 langues, moi je suis Peul, je parle Peul, Okay. moi je suis... » Mais aucun pays n'a une seule langue. Tous les pays ont beaucoup de langues. Je prends l'exemple sur le français qui est notre langue nationale. Qu'est-ce qui s'est passé Langue en officielle. français? Les gens font une confusion entre français, franc. Tous les français n'étaient pas des francs. Mais c'est le français qui a été la dénomination qui a été appliquée à tout le monde. En deux temps. En 1536, François Ier a écrit une ordonnance qui oblige tous les documents de l'État et l'administration à être en français. À l'époque, c'était en latin. Pourquoi en latin? C'était sous la domination de l'Église catholique qui s'exprime en latin. Donc ça, c'était une première décision. La deuxième décision, c'était lors de la Révolution française, en 1700. Les révolutionnaires ont fait le même constat que nous voyons au Mali, en disant, nous voulons faire comprendre au plus grand peuple, à la plus grande partie du peuple, ce qu'il faut faire, c'est quoi la citoyenneté, qu'ils se sentent concernés, actifs. Mais le français, à l'époque en France, le français, la mauvaise compréhension du français ou l'absence d'une langue unifiée est un frein à la véhiculation de l'esprit révolutionnaire. C'est un frein à la démocratie. C'est un frein à la citoyenneté. Et donc, ils ont mis un certain nombre de textes qui obligent un certain nombre de choses à faire en français. Donc, pour finir là-dessus, ce que j'aimerais dire aux Maliens, on aura deux systèmes. Quand on dit langue officielle, c'est la langue qui est utilisée par l'administration, c'est la langue qui est utilisée pour écrire les différents codes civils, les textes de loi, les documents, toute l'administration et pour communiquer avec les citoyens. En revanche, au niveau régional, on aura des langues dites régionales qui seront possibles. Je prends un exemple, toujours. On prend le Bambara. Celui qui va à Kidal, il comprend, à supposer qu'il ne comprenne pas Bambara, ce qui est possible. Ils ne comprennent pas Bambara. Moi, je propose d'instaurer dans la partie justice le fait de pouvoir avoir des traducteurs permanents qui vont traduire dans les langues régionales pour les personnes qui comprennent pas. Il faut payer le locuteur Bambara pour ça. Non, c'est pris en charge par l'administration, bien évidemment. Alors, ce qui est difficile à comprendre, nous sommes un pays, en tout cas, de grande histoire, de grande civilisation. Comme vous le savez, la langue, elle est intimement liée à la culture. Tout à fait. Il y a des cultures, il y a des ethnies, par exemple, qui pensent que la disparition de leur langue au profit d'une autre langue va faire disparaître leur culture. Ça, c'est des perceptions que les gens ont. L'autre chose, c'est quoi? C'est que quand moi, je suis sur la boucle du Niger, Gao, Tombouctou, je sais qu'aujourd'hui, c'est la langue Soraï qui est parlée, que tu sois Tamashek, Touareg, on sait que tu parles Soraï de toute façon. Au niveau, en tout cas, septentrional, c'est le Touareg qui est parlé. Plus en haut. Au centre, que tu sois Dogon, Peul, vous parlez Peul. Tout à fait. Soraï, vous parlez Peul. En tout cas, au sud, on sait que la culture même au sud, en tout cas, les Sénoufo, les Mianka, ils partagent beaucoup de culture avec les Bambara. Beaucoup de choses avec les Bambara. Ils parlent Bambara, ça c'est très simple, ça c'est très clair. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas proposer trois langues officielles par région? Pour dire, par exemple, au niveau du centre, la langue officielle, quand vous arrivez là-bas, c'est la langue Peul qui est officiellement la langue qui est utilisée dans l'administration. C'est très dangereux. Voilà. C'est quoi le danger maintenant? C'est très dangereux. Il ne faut pas voir les régions comme des vases clos. Prenons l'exemple d'un fonctionnaire d'État. Il peut travailler aujourd'hui
à Bamako, avoir une mutation à Ségou, ensuite partir à Kidal, revenir à Nioro du Sahel, comment on va assurer la continuité? Ça veut dire qu'ils devront maîtriser chacune de ces langues. Ce n'est pas plus de difficulté. Ça veut dire aussi que... 3 langues pour les Africains, ce n'est rien. J'ai fini. Ce n'est rien, mais c'est plus d'efforts. Mais on ne peut pas construire une nation sans effort. Bien évidemment, mais il y a des efforts dont on peut se passer. Alors, c'est très dangereux. Ça va... Parce que le risque aussi, c'est là. Je finis, je réponds à la question. Ça va créer une sorte de vase clos et ça va empêcher la mixité socio-culturelle, ça va empêcher la mobilité. Au profit d'une langue, c'est ça le problème. C'est pas au profit d'une langue. Les gens ont bien abandonné leur langue pour aller étudier le français. Le colon, pour le dire, après les indépendances, a imposé sa langue. Si le colon a réussi à imposer le français, malgré les réticences, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir imposer le bambara? Je dis bien imposer. Si le Mali n'avait pas connu de grandes rébellions, de grandes crises, ça aurait été plus facile. Mais franchement, ça va aussi être une nouvelle source de scission même du pays, parce qu'il y a des gens qui vont dire, nous aussi nous avons notre culture, les Tifinagh par exemple, les Touaregs, nous avons notre langue, nous préférons parler notre langue, pas une autre langue. Donc on va rentrer dans un cycle aussi compliqué que ça, c'est ça. Alors, le bambara c'est une langue écrite, ça. Tout à fait. Alors, sur l'aspect de l'écriture, moi je pense qu'il faut être pragmatique, sans être linguiste. On peut utiliser les bases, d'ailleurs ça se fait souvent, on voit dans les administrations publiques, l'alphabet français augmenté, phonétique. Avec epsilon. Epsilon, avec des notions supplémentaires. Et bon, au fil des années, la recherche, les linguistes vont améliorer la chose. Il y a le Nko qui ça me semble plus compliqué à apprendre. Très difficile. Ça ressemble à des langues idiomatiques comme les langues chinoises qui ne sont pas... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais j'aimerais dire une chose. Ce sujet suscite beaucoup d'inquiétudes. Nous avons déjà testé la réceptivité de ces idées, mais j'aimerais dire aux gens qu'à un moment donné, si nous voulons un pays uni, nous devons standardiser un certain nombre de choses, ensuite donner des espaces de vie, de développement, des spécificités locales. Comme quoi, par exemple? Comme la possibilité d'avoir, comme le fait... On a une langue nationale unique, mais à l'échelle régionale, la langue nationale reste le bambara, elle est nationale et officielle, mais en revanche, en tout ce qui est élevé de langue complémentaire, un certain nombre de sous-périmètres, espaces Ça veut dire que même à l'école, il faut apprendre en fait, même à l'école, c'est le bambara qu'il faut apprendre et non le... Oui, le bambara est l'anglais. Okay. Et en langue secondaire, les langues nationales viendront. Ça veut dire que celui qui est à Kidal, par exemple, va apprendre une nouvelle langue. Comme la personne a appris le français. Et donc le grand risque aussi à ce niveau-là, c'est que les gens qui vont apprendre une nouvelle langue auront des difficultés de compétences, en tout cas à 12 ans, 20 ans, puisque on sait qu'apprendre dans sa propre langue est plus facile, vous gagnez du temps. Plus rapide. Par exemple, les sciences, on prend les mathématiques, par exemple. Si j'apprends en Soraï les mathématiques, facilement j'apprends. Mais s'il faut que j'apprenne d'abord le bambara, apprendre à écrire le bambara, ensuite apprendre maintenant les mathématiques en bambara, c'est que la personne qui est déjà née bambara, qui a sa langue maternelle en bambara, gagne du temps sur toi. En tout cas sur l'élève qui va apprendre d'abord la langue bambara. J'aimerais répondre à ça. Est-ce que actuellement les gens qui sont dans des milieux favorisés, avec l'accès aux médias internationaux, avec des parents cultivés, est-ce qu'ils n'ont pas une avance dans l'apprentissage du français sur les... Oui, justement, il faut éviter ça. Il ne faut pas renforcer ça. Pour dire, et encore une fois... c'est une double perte pour les gens là-bas. Donc, la situation que... Est-ce que ce n'est pas mieux, Badi, que les gens aussi apprennent donc dans leur langue et essayent de comprendre aussi la langue nationale qui est déjà bien comprise par beaucoup de gens. Le bambara, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent le bambara. Et peut-être qu'en grandissant, on apprend le bambara et on rentre dans le système administratif avec la compréhension. Je comprends ce que vous voulez dire. Pour résumer cette question de langue, il y a un impératif à comprendre. L'État, les textes étatiques, le fonctionnement de l'État doit se faire forcément sur la base
d'une seule langue. Oui, ça j'ai compris. Ça, c'est le postulat. Ça, j'ai compris. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement, il y aura plusieurs langues. Et laissez-moi c'est important. Laissez-moi préciser cet aspect-là. Les gens croient que quand on demande aux gens d'avoir une langue officielle, le français, l'anglais, plus les autres langues, les sciences ont déjà démontré, les sciences cognitives ont déjà démontré qu'à bas âge, les enfants ont la faculté d'apprendre jusqu'à 5 langues en même temps. Donc, le fait d'enseigner plusieurs langues, au contraire, c'est un bénéfice et un atout pour les citoyens. Oui, absolument, mais déjà, si l'enfant arrive à apprendre déjà, puisque l'enfant fait 7 ans à la maison ou 6 ans à la maison, l'enfant a appris, a été commissionné, a fait beaucoup de choses. Donc vous voyez bien, l'enfant ne peut pas venir à l'école, on lui dit, en fait, vous n'avez rien appris, il faut d'abord apprendre le bambara, comme on le dit en français aussi. Je dis la même chose en français. Il faut d'abord apprendre. La différence, c'est quoi? Le temps nécessaire pour acquérir les compétences. Mais autant, le temps nécessaire pour apprendre le bambara sera réduit. Et laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui est plus facile pour quelqu'un de Sigasso qui parle Sénoufo, apprendre le français ou apprendre le bambara? Sigasso, il se parle même en bambara. Voilà, bon, prenons l'exemple de Tombouctou. Qu'est-ce qui est plus facile pour un Tombouctousien? Apprendre le bambara ou le français? Non, apprendre les mathématiques dans sa langue, apprendre les mathématiques au niveau en tout cas scolaire, apprendre les mathématiques dans sa langue, apprendre aussi en LV2 le bambara, parce que c'est la langue officielle. Donc, il va gagner aussi en temps aussi. Non, je propose d'inverser. Pourquoi? Sa langue. Nous tous qui parlons nos langues, est-ce que nous les avons étudiées à l'école? Justement, c'est pour ça que je finis. Ça veut dire, ça démontre que nos langues peuvent être apprises, transmises, vivantes, sans être apprises à l'école. On est d'accord? On est d'accord? Oui, donc, comme l'apprentissage, comme vous l'avez dit, l'enfant fait 7 ans, l'apprentissage de la langue, de nos langues locales, dans le milieu dans lequel nous vivons, c'est naturel. Nous allons l'apprendre dans tous les cas. Mais c'est pour ça que nous lui réservons une place minoritaire dans les heures d'études. Oui. Non, je vous parle du fond, en fait, Badi Aïdara. Je parle de l'apprentissage même des parcours, par exemple, des parcours pédagogiques. Peut-être qu'on est en train de déborder sur le thème oui, bien sûr, mais c'est important, c'est très important. On va revenir là-dessus, c'est beaucoup mieux. Parce que donc, la langue, elle est très importante, c'est une question sensible. Badi. Tout à fait, c'est pour ça que je voulais qu'on se comprenne. J'aimerais, comme vous les avez donc, on va sur la deuxième thématique rapidement. J'aimerais juste finir, je lis rapidement, sans explication, sans démonstration, le reste des 2-3 mesures que je n'avais pas listées. Donc, je disais... Il n'y a pas de président. Le chef de l'exécutif est choisi au vote parmi les conseillers nationaux pour un mandat de 2 ans renouvelable, sans limitation du nombre de mandats. Il détient en toute autonomie le choix des membres du gouvernement et l'ensemble du personnel exécutif. 9.9, la vie démocratique. Ça, c'est très important. Qui fait la vie démocratique? Dans la nouvelle architecture, quel sera le rôle des partis politiques, leur reconfiguration? La vie démocratique, elle est par définition locale. Parce que vous aurez remarqué, le seul endroit ou le seul moment où on demande aux citoyens de voter, c'est pour élire les représentants de quartier. Le reste, c'est un vote par les représentants du quartier qui vont se définir. Donc, la vie démocratique locale est animée, notez bien le jargon, je n'ai pas dit parti politique, est animée par des associations locales ayant chacune la liberté de défendre leurs idées au niveau local uniquement. Ok. Donc, ça veut dire que la notion de parti, c'est-à-dire prendre parti, être partisan, défendre l'intérêt d'une sous-catégorie, va disparaître au profit d'associations dites actions citoyennes. Ok, on va partir maintenant sur la deuxième thématique. Badi, un dernier point qui est très important pour moi. On n'aura pas le temps je le lis rapidement. C'est le Mali se donne, c'est ça, oui, le droit de se retirer de tout engagement international à l'issue d'un vote au sein du Conseil national. Dans certains cas, un référendum national sera nécessaire. Tout à fait. Voilà, on a très bien compris. Quel cas, par exemple, un exemple rapidement, une phrase. Par exemple, si nous décidons pour aller au référendum, par exemple. Les textes constitutionnels majeurs, tout ce qui touche à la forme de l'État, va passer par référendum. Très bien. Mais tout ce qui est traité de Rome, CPI, nous pouvons en sortir si le Conseil le vote. Ok, donc vous dites sur la thématique géopolitique, géostratégie, diplomatie, intégration africaine, défense et sécurité,
Vous dites que l'école de guerre est un pilier de la production des doctrines géopolitiques et géostratégiques, des doctrines d'intelligence économique et de gouvernance. Une branche civile sera dédiée à une formation de 3 mois de toute personne accédant au poste stratégique. Cette formation est un préalable à la prise de fonction. Poste stratégique, vous voulez dire quoi par exemple? Alors, la notion de poste stratégique va évoluer dans le temps. Donc, ça va être précisé par des lois. Mais en la matière, l'idée est de dire tout ce qui est exécutif de premier plan, tout ce qui participe au sujet important de la nation. Ça va des conseillers, des chargés de mission, des ministres, de l'exécutif, des directions, des postes de direction nationale. Ok, très bien. Donc, vous dites également l'équilibre des puissances et inviolabilité de la souveraineté nationale et non-ingérence constituent des principes inaliénables. Le bilatéralisme sera davantage priorisé dans nos relations extra-africaines. La diversification des partenariats est un principe fondamental. Alors, vous dites le bilatéralisme. Vous faites quoi du multilatéralisme? Alors, c'est jeter de la poubelle. L'exemple parfait du multilatéralisme présenté comme le plus abouti, c'est l'ONU. Absolument. Le bilan de l'ONU est catastrophique. Sa présence aussi est importante. Est catastrophique. Sa présence est catastrophique. Ils sont à ça a permis quand même d'apaiser les tensions diplomatiques internationales. C'est un médicament qui soigne les problématiques de court terme pour amener une maladie plus grave à long terme. Exemple, par exemple. L'exemple, c'est ce que vous voyez. C'est-à-dire, on prend l'exemple du Congo. On voit quoi? Depuis que j'étais tout petit, on entendait que la mission de la MINUSMA au Congo, je crois qu'on dit MINUSCA. La MINUSCO. Au Congo, depuis des années, quel est le bilan? Quel est le bilan de ce qui se passe? Ils n'ont jamais réglé un conflit. Ils n'ont jamais réglé un conflit. Donc, les preuves sont palpables. Et les réformes que nous proposons... Le monde n'est plus bipolaire. Justement, c'est pour ça, mais le monde n'est plus bipolaire, le monde est multipolaire. Le monde a été unipolaire après la Deuxième Guerre mondiale. Le monde a été unipolaire après la Première Guerre mondiale. On a eu un pôle représenté par les États-Unis et ses alliés. Et l'autre pôle essayait de survivre, mais l'autre pôle s'est réveillé. À savoir l'axe Russie, Chine et les BRICS, les pays d'Asie. Pays émergents. Pour information, le Brésil, en parité de pouvoir d'achat, est devant la France dans le classement mondial. Bien sûr. Vous donnez un exemple symbolique des polarités qui sont en train de changer dans le monde. Et pourquoi nous disons bilatéralisme dans nos relations extra-africaines? Ça veut dire qu'il ne faut pas traiter avec les BRICS, mais il faut traiter directement avec le Brésil. Alors, ce que nous visons par là, c'est notre politique. Nous pensons que les accords multilatéraux n'offrent pas assez d'avantages compétitifs à notre pays. C'est des espaces d'accords où on met tout le monde dedans, où on essaie d'avoir des formes d'équilibre, alors que nous avons besoin de partenariats agressifs, impactants à court et moyen terme. C'est pour ça que nous allons proposer des partenariats gagnant-gagnant directs, plus faciles à mettre en œuvre. Vous proposez une réforme même de l'ONU, notamment son Conseil de sécurité. Ce n'est pas quelque chose qui est tout le monde, même la France le dit, je pense. Même la France est pour. À la différence fondamentale, voilà ce que je dis. L'ONU, dans sa configuration actuelle, ne convient pas aux aspirations des peuples africains. Le Mali plaidera autant que nécessaire à une refondation de l'institution prenant en compte les réalités actuelles. Quel est le poids du Mali? Les Mali réalités actuelles, on plaide. On ne peut pas nous empêcher de plaider. Je n'ai pas dit demander, je n'ai pas dit exiger. Tout le temps. Non, je finis le passage. Le Mali défend ou défendra, c'est un postulat que je pose. Le Mali défend la suppression du droit de veto pour revenir à un pays, une voix. Au nom de quoi des citoyens, ou en tout cas des dirigeants de certains pays, pensent, parce qu'ils ont fait la guerre, au nom du passé, qu'ils ont le droit de mort ou de vie sur les autres. Même la Russie ne va pas nous écouter. C'est un plaidoyer. Il ne faut pas penser que c'est impossible. Avant, l'ONU a existé la SDN. La SDN, face aux insuffisances à ramener la Société des Nations. La Société des Nations, face aux insuffisances de la SDN, il a fallu créer un autre consensus. Le monde ne va pas s'arrêter à l'ONU. Le Mali ne reconnaît pas la compétence de la CPI. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça, c'est très clair. Il faut savoir le Mali va se retirer définitivement. Oui, oui, tout à fait. Il y a l'article 27 qui donne la possibilité, juste par notification, de se retirer de la CPI. Pour information, les États-Unis n'ont pas ratifié, n'ont pas signé. Oui, oui. Il y a la Chine, la Russie, beaucoup de pays en Asie. Et le Mali aussi. On se retire. Il faut se retirer rapidement. Il faut se retirer le plus vite possible. Alors, le Mali priorisait un rapprochement accentué et renforcé avec la Guinée-Conakry dans un partenariat économique, politique, civilisationnel, gagnant-gagnant. Alors, la Guinée-Conakry, pourquoi la Guinée-Conakry? Alors, pourquoi pas le Sénégal? Alors, qui est bien avancé. On a essayé. On a essayé. On peut encore réessayer. On a essayé. Comme on essaie de plaider, on peut aussi essayer de... Tout à fait, tout à fait. Alors, l'idée initiale, c'est la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. C'est ces trois pays. Pourquoi? Alors, en ce qui concerne la Guinée, mais c'est en plusieurs étapes. Sur le court terme, moyen terme, nous parlons de la Guinée. D'abord, aujourd'hui, nous partageons une histoire millénaire avec la Guinée à travers des peuples qui sont des deux parties, à travers des empires qui ont régné, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce qu'on appelle la Guinée aujourd'hui, ce qu'on appelle le Mali aujourd'hui. Les deux peuples, c'est surtout les deux peuples mandingues. Oui, les deux peuples mandingues. Alors, on partage des langues, on partage des empires, on partage une culture, on partage des noms de famille, on partage beaucoup de similarités. Alors, très bien, ça j'ai compris. Alors, pourquoi pas par exemple avec le Niger aussi, parce qu'avec le Niger, vous avez les Zerma, vous avez les Soraï au nord, vous avez les Touaregs au Niger et au Mali. Pourquoi pas par exemple avec le Niger aussi, puisque ou bien ces régions-là ne sont pas du Mali. Je m'explique. Pour qu'un partenariat puisse avoir lieu, il faut que les deux parties gagnent quelque chose. On n'a rien à gagner avec le Niger. Je pense que... C'est le Niger, c'est grâce au Niger qu'aujourd'hui, le Nord, on peut dire que ça tient encore. Hein. Je pense que... Sur le plan économique. Je pense que sur le plan économique... On peut envisager une république avec le Niger ou pas? Bien sûr, mais attention, quand je parle de la Guinée ici, ce n'est pas en exclusion des autres. C'est ce qui me semble le plus urgent à faire. On ne peut pas... Pourquoi? Il faut avoir des priorités. Pourquoi? Ce qui est écrit ici. La Guinée est notre allié stratégique, naturel, avec lequel nous partageons une histoire commune depuis des milliers d'années. Sur le court terme, le Mali apportera un concours considérable pour davantage moderniser les infrastructures portuaires et de transport entre la Guinée et le Mali. Je finis. Via le lancement de la réflexion sur une grande ligne ferroviaire et des autoroutes entre les deux pays. Nous travaillerons aussi à l'harmonisation à moyen terme des pratiques institutionnelles et politiques. Le Mali n'a pas de port, n'a pas d'accès à la mer. C'est un pays enclavé. Vous avez dit pourquoi le Niger, pourquoi pas la Guinée? Les deux, mais la priorité reste la Guinée parce qu'elle nous offre une voie d'accès maritime et nous allons les aider parce que les infrastructures au Sénégal sont de meilleure qualité que les infrastructures en Guinée. Donc nous allons, si possible, faire un concours, c'est-à-dire participer à l'investissement dans la mesure du possible pour améliorer les infrastructures là-bas. Et la vision à long terme, c'est une fédération Mali-Guinée. Ok. Donc, un dernier point pour boucler cette première partie-là. C'est d'abord la formation stratégique de management des hauts officiers, mais aussi la recherche et l'innovation technologique au sein de l'armée malienne. Comment est-ce que vous déclinez cette partie-là? D'abord, non pas que les autres points ne soient pas importants, je vais essayer d'être rapide parce qu'on est coincé par le temps, mais je vais essayer d'être rapide. En ce qui concerne l'armée, nous avons en général dans le monde plusieurs types d'armées. Nous avons les armées régulières, les armées de levée et les armées de métier. L'armée de métier, c'est des professionnels qui sont disponibles, qui portent les armes tout le temps, qui sont disponibles tout le temps, qui sont professionnels, qui sont pris en charge par l'État, que ce soit en temps de paix, en temps de guerre, c'est les mêmes effectifs qu'on maintient. Nous n'avons pas les moyens d'une armée de métier. Nous devons avoir un mix entre une armée de levée, c'est-à-dire des gens qui ont été formés à la pratique militaire via des services militaires, mais qui sont services militaires obligatoires, qui sont considérés comme réservistes, que l'État peut mobiliser
en cas de besoin et garder un effectif restreint, super armé, super compétent, surtout qu'on aura très rarement des guerres face à face d'autres États. On aura des guerres asymétriques. On ne sait jamais aussi. En général. Voilà. En général, vous conviendrez avec moi que la nature politique, géopolitique du monde rend compliqué des confrontations directes. Il y a des confrontations, mais c'est indirect. Ce qui se passe au Nord, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Mais, nous, ce que je dis, penser qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'argent pour recruter en masse dans l'armée, ce n'est pas la bonne solution. Nous devons plutôt réduire les effectifs permanents, grossir les effectifs formés, mais à la disposition aux besoins. De ce fait, on aura plus d'argent pour mieux équiper, mieux payer ceux qui sont permanents avec des groupes d'intervention rapides, des petites unités. Merci beaucoup, Badi Aïdara. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement Mali Renaissance, qui a travaillé, secrétaire politique justement, qui a travaillé sur en tout cas les différentes thématiques des Assises nationales de la refondation. Donc c'était la première partie. Nous avons vous aurez la deuxième partie demain à 21h30. On va globalement parler de l'éducation, des questions liées à l'économie, à l'administration publique, à la justice notamment. Et donc à très vite et à très bientôt sur Alafia TV.